Bonsoir, 21e édition de Destination Étudiée, et d'ailleurs la dernière. Ce sera ce soir qu'on mettra un terme à cette série qui a commencé depuis le 22 septembre dernier dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre. Évidemment qu'au-delà de cette émission, on va poursuivre et continuer à regarder l'actualité pour l'analyser et la décrypter pour vous. Ce soir, on va recevoir trois invités au lieu de quatre. L'habituel Hilaire Zipa, malheureusement, à un contretemps de dernière minute, ne sera pas avec nous, mais on sera avec quelques-uns dont la présentation sera faite par Pita Soussi dans un moment. Retenez simplement qu'on parlera de la 7e session ordinaire du Conseil électoral d'Elekam qui s'est réunie à Yaoundé aujourd'hui. On reviendra sur la conférence du G20, ces partis politiques qui ont choisi de soutenir la candidature de Paul Biya alors que pour l'essentiel, c'était, ou du moins ce sont des partis de l'opposition. Et puis le Ngondo s'est réuni à Douala également pour soutenir le président de la République, mais également appeler la jeunesse pour suivre le discours de la paix en cette période post-électorale. Depuis Yaoundé, on aura au téléphone dans quelques minutes Maître Jean de Dieu Momo, l'un des présidents donc, qui sont réunis dans le cadre du G20 pour soutenir la candidature de Paul Biya. Bonsoir Pita Soussi. Good evening, Peter. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of Destination A2D. Tonight, we shall be looking into the meeting of Elekam today. The Electoral Council met in Yaoundé in their 7th session. The G20, the coalition of 20 opposition parties supporting the ruling party, the CPJ, met in Yaoundé. And the Ngondo, that's the Association of Sawa Traditional Rulers, also met in Douala to preach the message of peace at the time of post-elections maneuvers. Here in the studio, we shall be having, we have our guests already seated, and they will be discussing the issues that shall come. We shall also be having on phone one of the members of the G20, Jean de Dieu Momo of PADEC, in this edition of the program. C'est Jangoni Yongene, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir aux confrères, bonsoir à toute la nation camerounaise. Association des jeunes républicains du Cameroun, je me suis retrouvé ce soir. De la jeunesse. De la jeunesse, oh là là. Les jeunes. Ça veut dire victoire. Ouais. Oh là là. L'association de la jeunesse, parce que jeunesse c'est globalisant. On va se refaire un plateau, il faut absolument que je me corrige. Oui, jeunesse c'est globalisant et jeune c'est un peu... Association de la jeunesse républicaine du Cameroun. Voilà. Évidemment, qui a choisi d'accompagner le président Biya également. Effectivement, nous avons choisi depuis le début de cette campagne d'accompagner le chef de l'État sortant et certainement entrant, son Excellence Paul Biya, pour cette élection présidentielle 2018. Le docteur Emmanuel Soungé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. C'est la première prof. Tout à fait, à STV, mais pas dans les médias. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes là pour le compte du MCNC. Tout à fait. Dont le président Franklin Difo a d'ailleurs donné une conférence de presse effectivement, dans notre siège. On en parlera. Et puis l'incontournable Robert Moutembassa, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir aux companélistes, bonsoir aux Camerounais qui nous suivent. Ai-je encore besoin de dire que vous êtes du RDPC? Non, mais ça se lit. ça se voit, ça se lit, partout où je passe, on sait bien que je suis du RDPC. Robert Moutembassa du RDPC. Alors, on va peut-être d'abord prendre la série de reportages ou d'éléments qu'on a préparés ce soir. Et puis on va là à Yaoundé écouter Maître Jean de Dieu Momo pour revenir derrière dans le débat. Cette séance de plein droit du Conseil électoral se tient au lendemain de l'élection présidentielle. Une élection qui, à l'heure de la digitalisation, aura connu une campagne électorale spéciale selon le président du Conseil électoral. Elle se veut donc une session placée sous le signe du bilan, mais bien plus encore sous celui de la motivation et des remerciements. Car c'est grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs du processus électoral qu'on aura atteint l'objectif de renforcer la démocratie et la stabilité de notre pays. Une session bilan de l'organisation du scrutin par Elekam. Le président du Conseil électoral félicite ses collaborateurs du déploiement effectué à travers les 10 régions ainsi que l'administration camerounaise pour les mesures sécuritaires prises afin de sécuriser les électeurs et le matériel de vote, surtout dans les régions sensibles. Il dénonce cependant l'attitude ambiguë, dit-il, de certains candidats à ce scrutin. On peut déplorer l'attitude quelque peu ambiguë de certains représentants aux candidats qui sont plus ou moins livrés à quelques excès verbaux. Il est tout aussi important de relever pour s'en féliciter la hargne
la mobilisation et le sens élevé de responsabilité qu'ont dans l'ensemble démontré les candidats tout au long de la campagne électorale. Les forces de l'ordre auront été présentes, discrètes et efficientes avant, pendant et après le scrutin. Les périodes d'adversité ont au moins un avantage, celui de resserrer les rangs. Profitons-en pour améliorer notre jeu collectif, pour nous souder plus encore, et nous allons gagner. Je puis vous donner l'assurance que d'ici l'année prochaine, dans cette même lancée, quand nous évaluerons les échéances à venir, nous dirons, tiens, ils n'ont pas cru en nous, mais nous y avons cru, et c'est nous qui avions raison. Beaucoup de choses restent à parfaire dans le processus électoral, pense-t-il. L'organe s'engage à relever ce défi en vue des prochaines échéances électorales prévues en fin 2019 pour les municipales et législatives. Séance de plein droit du Conseil électoral se tient au lendemain de l'élection présidentielle. Une élection qui, à l'heure de la digitalisation, aura connu une campagne électorale spéciale selon le président du Conseil électoral. Elle se veut donc une session placée sous le signe du bilan, et bien plus encore sous celui de la motivation et des remerciements. Car c'est grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs du processus électoral qu'on aura atteint l'objectif de renforcer la démocratie et la stabilité de notre pays. Une session bilan de l'organisation du scrutin. Douala a besoin de la paix. Douala a besoin de la paix car dans le Cameroun moderne, Douala est sans doute la seule ville au Cameroun qui connaît mieux que n'importe tout autre le prix de la paix. Souvenons-nous des années de Brest de 1990-91. Souvenons-nous de février 2008. Douala et tous ses habitants, j'en suis sûr, s'en souviennent. Douala et tous ses habitants ont la mémoire. Et c'est pourquoi les chefs traditionnels Sawa d'Ouvouri vous ont conviés. Vous, nos frères et sœurs, qui avez choisi cette ville et qui vous a ouvert ses bras, pour que ensemble, je dis bien pour que ensemble, pas vous seuls ni nous seuls, pour que nous tous ensemble, nous soyons les défenseurs inlassables de la paix en ces moments difficiles de notre histoire. Il a créé la surprise générale lundi dernier au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun. Considéré comme le principal adversaire du président sortant Paul Biya, Maurice Kamto s'est déclaré vainqueur du scrutin avant même la proclamation officielle des résultats. Une sortie qui continue de passionner les débats, surtout ne fait pas l'unanimité. Le pouvoir rejette cette autoproclamation, mais aussi le collectif de 20 partis de l'opposition. Moi, je suis un fils du département de Magno, particulièrement de Bachontaï. On a attendu le résultat pendant 3 jours pour qu'on puisse avoir le résultat de Akwaya. Comment se fait-il qu'un candidat, qui est d'ailleurs professeur en droit, se lève un bon matin pour se déclarer gagnant? Pourtant, l'ancien ministre en rupture de banc depuis 2011 dit se sentir dans son bon droit, n'en déplaise aux uns et aux autres. Une argumentation discourtoise selon le G20 qui estime que les intentions du MRC sont dictées par des forces de l'argent tapies dans l'ombre. Toute chose qui concourt à l'affaiblissement du pays au profit d'intérêts extérieurs et mortifères.
À cet égard, le collectif en appelle à l'éveil et au patriotisme de tous les citoyens. Nous appelons tous les Camerounais d'attendre et de respecter le verdict des urnes. Nous sommes aujourd'hui pour la stabilité de notre pays parce que la paix n'a pas de prix. Le 22 octobre prochain au plus tard, les Camerounais sauront qui est leur nouveau président de la République. En effet, selon le code électoral, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai maximum de 15 jours à compter de la date du scrutin pour proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle. Après ce reportage de Mireille Siabzé à Yaoundé, nous retournons, du moins nous restons à Yaoundé, cette fois-là au téléphone avec Maître Jean de Dieu Momo, l'un des cadres ou l'un des initiateurs du groupement ou du groupe du G20, évidemment, qui soutient le président Paul Biya. Maître Jean de Dieu Momo, bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir, député Tongo, bonsoir à STV, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui explique cette sortie? Je veux dire que depuis lundi pratiquement ou un peu plus tôt, nous sommes dans une série de conférences de presse. On peut même croire qu'il y a une escalade de conférences de presse. Vous êtes mis dans le rang. Quelle est la motivation, la raison qui vous pousse à faire cette sortie-là maintenant? Oui, voyez-vous, d'abord, l'acte posé par mon confrère Kamto, qui est avocat, qui est juriste, est extrêmement grave. Grave parce que vous savez que les élections sont la porte ouverte à la déstabilisation dans les pays africains. Et que M. Kamto s'autoproclame vainqueur, nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque les élections ont mal tourné. Et nous savons qu'au Gabon dernièrement, M. Ping s'est déclaré également vainqueur et ça a failli mal tourner. Donc, bref, nous aimons que notre pays reste dans la paix et que des gens qui puissent attendre que les institutions habilitées à proclamer les résultats puissent le faire. Mais ce qui nous a également motivés, c'est que M. Kamto, s'adressant à une presse étrangère, Libération, un journal français, semble appeler les puissances étrangères à intervenir militairement au Cameroun pour l'atouber. Il dit non, mais c'est pour l'atouber, pour le mettre au pouvoir à la place du président Paul Biya. Nous avons tenu à lui dire que la France et l'Union européenne, qu'il appelle de tous ses voeux, sont des partenaires traditionnels du Cameroun, qui ont des intérêts au Cameroun, et qui ne peuvent pas soutenir quelqu'un qui est responsable comme lui-là pour mettre le pays à feu et à sang. Donc nous avons voulu prendre notre peuple à témoin pour dire que voilà quelqu'un qui voulait être président au Cameroun, mais qui appelle les puissances étrangères pour venir faire la guerre au Cameroun et déloger le président légitime qui est en place, sans attendre le verdict des urnes. Donc, nous sommes très très clairs dans ce que nous disons. Nos partenaires français, nos partenaires européens sont traditionnellement liés au Cameroun, ont investi au Cameroun. Le simple fait que nous parlons la langue française nous lie de manière historique à la France. Le fait que nous ayons diversifié notre relation avec les autres pays comme le BRICS ne signifie pas que nous avons tourné le dos à nos partenaires traditionnels. Vous savez, et c'est ça que M. Kamto tente d'exploiter. Il tente de dire aux Français et aux Européens que le fait que nous soyons partenaires avec d'autres pays signifie que nous avons rejeté les anciens partenaires. Donc, dans tous les cas de figure, nous voudrions prendre l'Union européenne et la France, qui sont nos partenaires traditionnels, à témoin, que ce monsieur qui appelle les gens à la rue et qui s'autoproclame président, moins de 24 heures seulement après la clôture des élections, du vote, ne peut pas être sérieux. D'abord parce que sa précipitation ne le prédispose pas à porter la charge énorme d'un pays lourd et riche et puissant comme le Cameroun. Quand on veut diriger un pays, on commence d'abord par la prudence. Si vous mettez les œufs sur la tête de Kamto, il va courir, il va tout casser, les œufs du Cameroun. Il va courir comme il court, et il va tirer mal son pénalty, il va tomber, et il va tous écraser, tous nous écraser. Tous nous écraser, nous, les Camerounais.
Donc nous ne pouvons pas accepter cela et c'est pour cette raison que nous avons... Maître Momo, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le scénario d'une éventuelle victoire de Maurice Kamto. Je veux dire qu'on n'a pas encore le résultat des urnes. Non, on n'a pas les résultats des urnes, on ne sait pas qui va gagner, mais quand même, quelqu'un qui s'autoproclame déjà élu, alors même qu'il y a 25 000 bureaux de vote, il n'est pas représenté dans 15 000 bureaux de vote. Comment peut-il s'autoproclamer vainqueur s'il n'a pas lui-même les résultats, n'est-ce pas, de 15 000 bureaux de vote? J'ai même voulu proposer qu'on le prenne à témoin lui-même, c'est-à-dire qu'on le prenne dans son propre jeu et qu'on invite la télévision, on invite les experts internationaux dans son fief, dans son QG. On dit, monsieur Kamto, on examine vos bulletins avec vous, ici et maintenant. Et on vous proclame élu si vous avez vraiment réussi. Mais je suis sûr qu'il aurait refusé. Parce qu'à ce moment précis, où il se proclame vainqueur, mathématiquement, humainement, il ne peut pas être en possession, n'est-ce pas, de tous les procès-verbaux. De l'arrière-pays qui n'est pas éclairé, qui n'a pas Internet, donc il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Merci. Donc, oui. Merci, Maître Momo, merci d'avoir apporté du vôtre pour la compréhension de ce qui se passe en ce moment. Bonne soirée et bonne continuation à Yaoundé. Merci beaucoup, député. Docteur Emmanuel Songer, une réaction? Déjà, je suis toujours amusé quand j'écoute ce genre de développement. Mais ce que j'aimerais apporter comme précision, c'est que j'ai comme l'impression que depuis la sortie du professeur Maurice Kamto, il y a un discours identique qui se propage partout. Il est juriste, il ne maîtrise pas le droit, il veut diviser le pays. C'est comme si il y a toute une machine de communication qui s'est mise derrière lui pour essayer de lui donner une certaine étiquette. Je ne suis pas un représentant du MRC, encore moins un de ses partisans, mais je crois que Monsieur le Président Paul Biya a suffisamment travaillé pour qu'il y ait une certaine liberté d'expression. Et comme le disait tout à l'heure le maître Momo, il faudrait qu'une fois qu'il ait fait cette déclaration, qu'il apporte juste les éléments de preuve. Je ne crois pas que son discours était incendié et annonçait carrément une révolte dans tout le pays. Mais dans le décryptage du discours de Maurice Kamto lui-même, qu'en diriez-vous? Bon, c'est vrai que je n'ai pas pris la peine de le parcourir de fond encore, mais de faire une analyse scientifique. Mais si je me fie aux quelques phrases que j'ai écoutées, et quelqu'un se proclame candidat sur la base. Et vous savez qu'en droit, les faits sont têtus. On ne s'appuie que sur les faits. On ne s'appuie que sur les preuves. Donc si un juriste prend la peine de s'exprimer ouvertement, soit il a des faits, soit il a des preuves. Et comme il peut ne pas les avoir aussi. Bon, maintenant, ce sera à ceux qui l'accusent du contraire d'apporter la preuve qu'il n'a pas les faits. Je ne m'en tiens qu'aux questions. Vous savez que le plus naïf de oui, tous, c'est bien moi. Je ne demande qu'à comprendre. À ceux qui, puisque en droit, quand vous accusez quelqu'un, c'est vous d'apporter la preuve du contraire. Absolument. Donc, ceux qui l'accusent, c'est à eux d'apporter effectivement la preuve du contraire. On l'a peut-être suffisamment pas dit à l'entrée de l'émission. Je rappelle que vous êtes par ailleurs politologue. Oui, chercheur en sciences politiques, je préfère. Voilà, chercheur en sciences politiques. Donc, en fait, c'est dans le domaine, vous êtes dans un domaine que vous semblez exercer au quotidien pour une meilleure compréhension des téléspectateurs. Il faut bien qu'on sache. Yeah, Serge, what do you make of the outing of the G20? Moi, je pense plutôt que le G20 est dans son rôle, parce que quand vous choisissez de soutenir un candidat, vous allez jusqu'au bout. Et la situation actuelle étant assez particulière, il était tout à fait normal, à mon sens, que le G20 puisse se prononcer. Et je me réjouis d'ailleurs que ce soit le cas cet après-midi à Yaoundé, parce que ça témoigne de ce que le G20 aux côtés du RDPC ou du candidat président Paul Biya est là aussi pour veiller. Parce que quand vous faites un travail pour accompagner un candidat, vous devez aussi veiller à ce que les garanties qui devraient porter ce candidat vers le succès final soient observées. Et dans le cas spécifique, nous pouvons dire qu'il y a une dérive au regard de ce que les textes de loi prévoient, s'agissant de la sortie du professeur
Maurice Kamto. Et pour le G20, il n'était pas question de laisser quelque chose comme cela passer. Et il faut bien le souligner, ce n'est pas seulement au niveau du G20 que cela a suscité un courroux, mais comme le G20 est un partenaire important dans cette campagne, il était donc très normal que le G20 se prononce, et ce qui a été fait, et moi je trouve que ça rentre dans l'ordre des choses, et s'il ne l'avait pas fait, moi par exemple, j'allais me poser des questions sur cet alliage, voilà, donc effectivement. Comme quoi on soutient un ami qui est en plein dans la bagarre, quoi. Je ne pense pas que l'ami est dans la bagarre, je ne pense pas que le candidat Paul Biya est dans la bagarre, parce que lui, il observait les textes. Les textes disent que le Conseil constitutionnel devrait se prononcer au plus tard 15 jours après, et il attend sereinement à ce que j'observe, parce que, voyez-vous, quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer, c'est que tous les candidats se sont prononcés, mais le candidat président Biya, lui, il ne sait pas. Le parti a fait une sortie. J'ai bien parlé de tous les candidats, les autres, les 8 autres, mais lui, il est resté dans la réserve qui le caractérise même généralement. Ça démontre aussi quelque chose de très important, c'est la sérénité. La force de l'expérience. C'est la sérénité. Bon, comme dirait mon cher aîné, M. Mouté, c'est aussi la force de l'expérience qui se traduit par cette attitude de réserve. Et d'homme d'État, parce qu'il faut aussi le souligner, parce qu'il y a 2 leviers. Il y a ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir, dont la stature aussi est très importante, et ceux qui sont au pouvoir, qui, par rapport à leur stature à eux, renvoient une image. Et moi, ce que j'observe, c'est que le candidat président Paul Biya, il est serein, et c'est un indicateur majeur. Parce que le travail, c'est aussi un travail de fond. Ce n'est pas toujours l'agitation qui fait en sorte que vous puissiez démontrer que vous êtes fort. Mais votre sérénité aussi est signe d'assurance, signe de puissance et signe d'expérience. Parce qu'une élection aussi, ça se gagne à l'expérience. Hein. Parce que voyez-vous, quand on suit tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, et je reviens à l'intervention du docteur, du chercheur tout à l'heure qui faisait allusion à ce qu'il faut apporter la preuve de ce que l'on dit, mais il y a aussi quelque chose à noter. C'est au regard de la lourde responsabilité que confère la charge d'un pouvoir comme celui présidentiel. Si vous prenez sur vous de faire un type d'annonce, vous aussi vous devez être prêt. Parce qu'il y a la question démonstrative. Sinon, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne beaucoup de supputation et surtout des égarements, parce qu'il faut le souligner, beaucoup de gens sont en train de s'égarer à partir d'une intervention comme celle du professeur Kamto, qui laisse cours à beaucoup d'interprétations, à des analyses, mais pourtant, le droit, il est là, il est clair, et c'est à cela que nous tous, nous devons nous en tenir. Merci. Donc, voilà ce que je peux dire. Je veux dire qu'une sortie de Maurice Kamto, une kyrielle de sortie en face, ça peut donner une lecture de fébrilité. Oui, non, ce n'est pas la fébrilité, au contraire, je pense plutôt que c'est de l'anticipation. Parce que moi, je pense que, c'est mon analyse personnelle, hein, je pense qu'il y en a un, Maurice Kamto, qui est un tout petit peu dans la fiction, au niveau de la gestion d'un pays. Et en face, le président Paul Biya, mon candidat, qui est en poste, qui est dans le réel, qui vit dans le réel. Et donc, vous savez, quand on est jeune, on rêve beaucoup. On fait beaucoup de choses. Et puis, le ministre Maurice Kamto a 65 ans. Et c'est sa première participation à l'élection présidentielle. Dans 7 ans, il aura 72 ans. Venir occuper ce poste pour la première fois à 72 ans, ce n'est pas pareil comme le président Biya qui l'a occupé à 49 ans. C'est 2 choses différentes. Donc, nous sommes dans le réel à notre niveau et les actes qu'il a posés, moi j'ai mis un petit bémol parce qu'au départ de sa communication, il n'était pas à côté des textes des lois. C'est quand il a atteint le niveau où il parlait de passation de service avec le président Paul Biya. Quand vous passez un service, on vous donne un service, ça veut dire que bon, vous avez été soit nommé, soit élu, et vous récupérez le service. C'est pareil pour la sécurité qu'il voulait garantir à lui-même, son épouse et à ses proches. Là, je pense que pour moi, là, c'est là où il a fauté. Il est allé un tout petit peu au-delà. Mais sinon, parler de pénalty, de but, il n'y a rien qui le condamne en fait. Donc c'est comme ça que... Donc j'ai une approche un peu modérée par rapport à ça. Mais sur le fond, il a fini par fauter quand il a parlé de service. Donc moi je pense que le ministre Kamto, le candidat de l'élection présidentielle,
à son âge, est venu pour gagner. Il sait que s'il ne gagne pas là, à 65 ans, plus 7 ans d'attente, ça va lui faire 72 ans. Même dans son propre parti, partir pour un premier mandat présidentiel à 72 ans, ça ne sera pas facile. Donc vous comprenez qu'il a des objectifs personnels. Maintenant, il a essayé de fonctionner comme un professeur d'université. Il a demandé à l'ECAM la liste de 25 000 bureaux de vote avant les élections pour être sûr qu'il n'y aura pas de trafic, il n'y aura pas de bureaux fictifs qui vont s'ajouter après, parce qu'il aura déjà au moins la base de données de 25 000 votes. Et il a mis en place un système qui puisse permettre que très rapidement, en injectant les données, un petit programme très rapide pour lui sortir les tendances et tout, de manière à ce qu'il puisse voir s'il est dedans ou pas. Mais je pense que Momo l'a dit, et quand on vit aujourd'hui, Momo l'a vécu pendant 20 ans. C'est-à-dire Momo, pendant 20 ans, était dans la fiction. Il a fini par reconnaître lui-même qu'il s'était trompé. Il a dit dans les médias, je n'invente pas. Si après 20 ans, il est revenu, Chiroma a eu la même chose. Il était à l'UNDP. Il a combattu le président Biya. Mais finalement, il a fini par comprendre que la réalité, la fiction, c'est autre chose. Donc, ils ne sont pas seuls. Il y a plusieurs comme ça qui, pendant un certain temps, je prends le chasseur du lion, qui a rallié le lion cette fois-ci. C'est pas qu'il est idiot ou il est bête. Non, il y a des réalités qu'on ne peut pas voir quand on vient commencer, qu'on est jeune, on commence dans ces choses-là. Moi, je pense que la situation, la position de candidat Kamto est une position de quelqu'un qui est venu pour gagner. Maintenant, Momo l'a dit, et je crois que c'est la meilleure des choses. Il y a près de 25 000 PV, un peu moins de 25 000 PV de bureaux de vote. Si Kamto peut justifier qu'en alliant les 25 000 PV, il a la majorité, moi, je suis un DPC, je vais le soutenir. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas dire, j'ai gagné, sans pouvoir justifier, comme l'a dit le docteur. Okay? Donc, s'il aligne ses PV et qu'au bout de 25 000 PV, il a la majorité, la démocratie, l'honnêteté intellectuelle veut que ceux qui sont des patriotes soutiennent celui qui a gagné. Et donc, pour le moment, il n'a pas encore présenté ça, il n'a pas encore pu justifier. On pense que, comme beaucoup d'autres gens, je pense comme beaucoup que Kamto essaie de jouer un tout petit peu parce qu'il a été quand même au gouvernement, il ne faut pas l'oublier. Il a mis 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il a soutenu la candidature Paul Biya. En 2011, il a contribué pour au moins 1 million, je crois, si j'ai bonne mémoire, quand les gens cotisaient. Non, il a démenti. Je l'ai reçu sur entretien, il a précisé que cet argent lui avait été affecté pour aller contribuer. Il a refusé. Mais il a demandé à son collaborateur de renvoyer cet argent-là parce qu'il ne se sentait pas concerné. Je retire ça. Donc, il n'a pas contribué, mais il a soutenu la candidature du président Paul Biya. Donc, du coup, étant dans le système, il a vu comment ça marche. Je ne suis pas sûr qu'il aime soutenir sa candidature en 2000. Je ne sais pas, je ne pense pas. Tu ne peux pas être au gouvernement et être contre le président. Si tu es contre lui, tu n'acceptes pas d'entrer au gouvernement. À partir du moment où tu acceptes d'entrer au gouvernement, tu ne peux pas aller contre lui, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Le professeur Kamto est un grand professeur, très intelligent, reconnu de tous. Maintenant, la politique, c'est autre chose. Ce n'est pas le droit constitutionnel, c'est tout ça mélangé, la vie de tous les jours, parce que vous savez, moi je l'ai dit, dans le cas de la crise anglophone, on a pris les technocrates, par exemple, de notre parti qui sont allés communiquer. La communication d'un technocrate est différente de la communication d'un politique. C'est deux communications différentes. Parce que l'homme politique qui vient, il sait ce qu'il veut. Il vient vous demander de vous calmer. Il est prêt à se coucher, quitte à ce que vous grimpez sur lui. Okay? Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que le technocrate qui vient avec le bâton, il va faire fuir tout le monde. Merci. Vous comprenez? Donc moi je pense que pour revenir à la communication du G20... Terminer surtout. Oui, la communication du G20, c'est une communication normale. Et ils sont associés, ils soutiennent la candidature du président Paul Biya. Comme il a dit le jeune, c'était... En fait, s'il n'avait pas réagi ainsi, jusqu'à la fin, on l'aurait soupçonné d'autre chose. Et je crois que c'est une communication tout à fait normale. Of course, I know that you react, but tell us, what is the position of the MCNC regarding everything that has been happening so far? Et je rappelle d'ailleurs que votre président a donné une conférence de presse tout à l'heure. Oui, effectivement, notre président a donné une conférence de presse dans le siège de notre parti, à Bonabéry, dans laquelle il s'engageait à respecter les décisions rendues par l'organe en charge de promulguer les élections. C'est-à-dire, quelles que soient les décisions qui seront rendues
par le Conseil national, Conseil constitutionnel, merci. Nous, au MCNC, nous engageons à les respecter. Deuxièmement, il a invité toutes les populations camerounaises à ne pas se laisser distraire par tout ce qui se fait. Le Cameroun n'a pas besoin d'une guerre. Vous savez, quand une guerre commence, c'est facile qu'elle commence. Mais quand il faudra qu'elle s'achève, on ne sait pas. Le problème syrien a commencé comme un jeu. Le voilà avec tous les dégâts que cela a causé. Donc nous, MCNC, nous sommes contre toute forme de violence. Nous croyons que le meilleur moyen pour remporter une élection, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas la voix des urnes. Donc voilà en quelques mots, brièvement, en quoi consistait son point ce matin. Je peux ajouter quelque chose tout à l'heure, j'allais oublier. Quelque chose d'important, parce que ça concerne... Vous reviendrez sur la sortie du G20 après. Ajoutez juste. Okay. Non, je voulais juste ajouter que quand j'ai cité les gens qui étaient dans la fiction et qui sont dans la réalité, il y a même mon grand frère, hein, on a une très bonne relation, Albert Zonga, hein, il devait y revenir, hein, parce qu'il a vu que ce n'était pas ça. Ok? Donc c'est pour dire que le professeur Kamto, je crois... Vous l'avez invité à revenir, ou bien c'est lui qui a fait la démarche? Non, mais qu'il ait fait la démarche, ou que nous on ait fait la démarche, dans tous les cas, c'est qu'il y a eu un échange important avec le secrétaire général du comité central, qui a fait une autre chef de l'État pour recommander le retour... Qu'est-ce qui a foiré? Hein? Ben, c'est vos médias là qui avez foiré. Parce que le dans les médias... Au moins peut-être pour la... Votre président est pour la liberté et pour la libre expression. Il fallait laisser le bébé, les choses aller jusqu'au bout, et après on devait laisser le concerné s'exprimer. Le parti s'exprimer, mais je ne sais pas trop comment ça s'est passé, ça s'est retrouvé dans les journaux, ça a bloqué un peu la procédure. Mais sinon, il était dans la logique de revenir pour dire que le professeur Kamto, ce n'est pas impossible qu'il revienne. Avant de revenir sur la sortie du G20, j'aimerais souligner un aspect. Vous savez, en Afrique, il y a une forme de mystification de toutes choses. Dans les villages, on dit les jeunes ne mangent pas ci, les jeunes n'ont pas accès à ça, les jeunes ne doivent pas faire ci, les jeunes doivent faire ci avant d'avoir ça. Vous voyez, et cette culture-là est entrée même dans la politique, sous prétexte que parce qu'on est jeune ou parce qu'on n'a pas... Mais qu'est-ce qui nous fait croire que la sagesse forcément se trouve dans les cheveux blancs ou dans la vieillesse? Et s'il faut parler de la force de l'expérience, s'il faut... Je ne veux pas entrer là puisque la campagne est partie. Mais ce que je veux dire, c'est que... dit que des gens ont pris conscience et sont revenus à la lumière, je suis amusé. Moi, j'interpréterais plutôt ça autrement. Dit que les gens, on les a esselés de tous les côtés et on les a montré une seule voie, celle de revenir à une soi-disant raison. Mais ce que tous ces, je vais être poli, tous ces analystes politiques ne comprennent pas, c'est que le vent a changé de direction. La culture politique camerounaise a évolué. Les gens ont essayé de critiquer les différents meetings et les personnes qui sont entrées. Moi, petite anecdote, pendant que j'allais voter, j'ai vu un monsieur se précipiter et je lui ai demandé, mais pourquoi vous précipitez? Et qu'est-ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes? Il m'a dit, je crois que les choses ont changé, c'est ma première fois de voter et je vais commencer à voter. Vous voyez, il y avait toute une vague de Camerounais qui n'allaient pas voter parce qu'on leur disait, ah non, le président va encore gagner, c'est toujours le bourrage des urnes, notre sort est scellé, on ne peut plus rien faire. Regardez même au niveau des 9 candidats, il y a toute une reconfiguration de la classe politique camerounaise. Je terminerai en disant ceci, il faut être suffisamment aveugle pour ne pas voir que la girouette a tourné. Et je l'ai dit plusieurs fois, le Cameroun est composé à environ 70% de jeunes. Et quand on fait à peu près le ratio de la moyenne d'âge, on se retrouve entre 30 et 35 ans. Et les 30-35 ans, c'est qui? C'est ceux qui sont nés, sont allés à l'école, n'ont pas eu d'emploi. Monsieur le président Paul Biya était là. Des années plus tard, il est là. Donc ces gens-là, on râle le bol. Et il y a un seul moyen par lequel ils vont exprimer ce ras-le-bol, c'est par la voix des urnes. Et je crois que un message fort a été donné au RDPC. Qu'ils fassent semblant de le comprendre ou pas. Mais un message fort leur a été donné que dorénavant, les choses ne se feront plus comme ça. Les Camerounais ont pris conscience de leur culture politique, de leur État. Ils ont compris que la voix des armes ne sert à rien. C'est la voix des urnes qui est la meilleure. Mais sous réserve peut-être de ce que dira Serge tout à l'heure, puisque la jeunesse est interpellée. Cette jeunesse, l'autre réalité à laquelle elle est confrontée, c'est certainement la question du choix. Le tout n'est pas de se dire je chôme, je n'ai pas d'emploi, mon salaire n'est pas suffisant. C'est au regard quand même de tout ça,
qui peut répondre à mes questions, vers qui je pourrais me tourner pour... Cette question se répond aisément avec le temps. Et il y a 7 ans de cela, les candidats que nous avons à cette élection présidentielle, si on vous parlait d'un certain Kabalibi, si on vous parlait de notre président candidat, le candidat Difo, vous n'aurez pas, vous ne serez pas venu il y a des années, ils étaient très peu connus. Je crois que le temps saura produire. Vous savez, la politique, c'est un peu comme le sport. Et à chaque saison, il y a ces champions qui sortent. Je crois que le temps produira ou affinera les champions qui sont en place. Et avec le temps, ceux-ci pourront être, notamment notre candidat, pourront être des personnes sur lesquelles il faudra compter pour l'avenir. Donc, moi, en tant que, s'il faut rester dans la casquette de l'analyste, je crois que l'opposition a gagné. Que l'opposition ne soit pas qu'un candidat de l'opposition soit président ou pas, pour moi l'opposition a gagné. C'est-à-dire faire comprendre aux gens d'en face que les lignes ont bougé. Nous sommes en train d'impliquer massivement les populations et le jeu politique, ce sera dorénavant carte sur table. Serge, la jeunesse partage ce regard-là. Lequel? L'opposition qui a gagné, parce que tout au moins, il y a eu d'abord de la dynamique dans la campagne, de l'adhésion, et même cette jeunesse qui semble avoir apporté du sien tout au long des 2 semaines. Il serait difficile de répondre de façon péremptoire à cette question parce que l'instant d'une présidentielle ne laisse pas présager ce qui va suivre par la suite. Parce que les jeunes ont aussi leur attitude. Bien qu'il faille relever qu'il y a une forte prise de conscience sur l'importance d'un bulletin de vote, mais il faut surtout relever que c'est d'abord une responsabilité individuelle que de s'engager aux choses de la cité. Parce que vous observeriez bien, si je prends l'indicateur des réseaux sociaux, c'est que nous sommes tous mieux en analystes, nous sommes tous mieux en conseil constitutionnel, nous sommes tous mieux même en censeurs et tout. Mais au niveau de nos propres responsabilités, elles sont lesquelles? Et vous verrez par exemple que la situation qui a entraîné peut-être à la sortie du professeur Maurice Kamto découle aussi de cette attitude-là. Parce que c'est nous qui avons été les premiers à envoyer 5 résultats de bureau de vote sur une circonscription. Et ça a donné l'impression que 5 bureaux de vote dans une circonscription renvoient à tous les 25 000 bureaux de vote de la nationale. Et certains, si jamais ils avaient certains plans en arrière, se sont projetés sur ça pour s'avancer de façon moins indiquée ou totalement maladroite. Cela dit, pour ma part, avec le regard critique qu'il faut apporter à cette élection, c'est que quelque chose s'est révélé. L'importance pour les Camerounais de procéder à la censure, s'il faut le dire, parce que la censure, elle peut aussi être positive, hein. Il ne faut pas toujours voir la censure dans le sens négatif parce qu'elle apporte un module de correction pour l'avenir, que tout l'avenir du Cameroun devra se dessiner à travers un bulletin. Qu'il soit élection présidentielle, nous venons d'en passer le cap, bien que ce n'est pas encore vidé, il y a des élections qui arrivent. Il faudrait que la même responsabilité qui semble se dégager, parce qu'elle n'est pas totalement effective, parce qu'il faudrait bien qu'après ça, que les gens aillent se faire réenregistrer, parce que quand on observe que Elekam était quasiment aux portes des gens et que les gens sont même quasiment refusés à aller s'enregistrer, ça pose aussi un problème. Et aujourd'hui, on veut certainement indiquer une voie sous le prétexte que on souffre, on a des difficultés, sous le prétexte que le président Biya est là depuis 35 ans et nous qui sommes trentenaires par là, c'est un problème. Je dis ça, c'est pas assez juste. Il est question de regarder froidement notre avenir et d'interpeller nos gouvernants, qui qu'ils soient, au soir de la prononciation ou de la déclaration finale de qui sera notre président, pour la prise en compte effective de la jeunesse. Et moi, je dirais plutôt que ce qui ressort, c'est que les jeunes ont besoin que leurs préoccupations soient au centre de nos politiques. Et c'est en cela que le côté positif de cette élection, ma foi, me conforte
dans ce que celui qui sera le prochain président de la République devra prendre la question jeune avec beaucoup d'intérêt. Parce que beaucoup de choses ont aussi été promises aux jeunes, ils ont été dites, il y a le programme triennal spécial, ceci, cela, une volonté du chef de l'État. Mais même si tout cela a été fait et que ça a été mal fait, il y a un ressenti. Maintenant, le droit à l'erreur sera comment dirais-je, le droit à l'erreur sera moins permis. Donc ce sera vraiment une petite censure de la part des jeunes, parce que les jeunes, ce qu'il faut observer, c'est que les jeunes, ils sont attachés à la paix. Les jeunes veulent vraiment la paix, et c'est cette paix-là qui va nous permettre d'avancer. Mais avec cette paix, il faudra aussi que le septennat qui va se définir soit un septennat totalement jeune. Et pour nous, nous comptons sur le président Biya, dont nous espérons vainqueur pour la prochaine mandature. Yeah, Robert Mute, I'm sure that you react to that, but just before that, Elekam says that it is satisfied with the conduct of the elections. From your perspective, how can you evaluate the election as organized by Elekam? Ok, thank you. Ben, je vais répondre en balançant avec ce que les autres jeunes petits frères ont dit. Il a dit, le chercheur, que l'opposition, par rapport au jeu démocratique, que l'opposition avait... une nouvelle carte. Et c'est redynamisé. Oui. Moi, je pense qu'il faut mettre cela à l'actif du président Paul Biya. Parce que c'est bien lui qui ose faire. C'est lui qui a permis qu'on puisse faire tout ce qu'on est en train de faire. Vous savez, beaucoup attendaient par exemple qu'Internet soit coupé sur l'ensemble du territoire. Effectivement, c'est vrai. Mais Internet n'était pas coupé. Les gens ont échangé comme ils ont pu. Parce qu'il y a une volonté, c'est lui qui fixe le cap. C'est le président Paul Biya qui a choisi Joshua aussi pour être le candidat du SDF, par exemple. Non, le SDF, dans le cadre de cette association, a choisi un candidat. Bon, aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à la question de votre confrère... le président Biya a créé le cadre. Non, le cadre a été créé depuis. Mais il y avait des présenteurs. Il y avait des présenteurs. Je vais vous dire une chose, par exemple. Même les petites dérives qui sont notées par les différents partis, je peux vous garantir que ce n'est pas une instruction qui vient du président de la République ou d'autres candidats. Ce n'est pas une instruction qui vient de notre parti. C'est de façon individuelle que certains actes sont posés dans le bureau de vote ou bien dans la circonscription sans que le parti ait demandé quoi que ce soit. Vous comprenez? Ça fait qu'on a tendance, quand un sous-préfet, un préfet prend une décision, on a tendance à dire que c'est le RDPC. Mais non, le sous-préfet, le préfet a ses attributions. Ce qui s'est passé, par exemple, l'autre jour dans la conférence de Maître Yondon, où l'autorité administrative a envoyé une équipe demander aux gens d'arrêter. Mais ce qui est sûr, à première vue, j'ai entendu des gens dire que est-ce qu'il a un mandat? Est-ce que le procureur a fait ceci? Non, c'est que les lois les gens ne maîtrisent même pas les lois. Parce qu'en matière de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative peut rentrer chez vous sans demander votre avis. Il apprécie. Il apprécie la dangerosité du problème et décide. Moi, je vais vous raconter, je suis peut-être en 30 secondes. Moi, chez moi, le 11 février, j'invite les jeunes à venir passer un après-midi aux activités extrascolaires. Et le 8 mars, j'invite les femmes, après le défilé à la maison, à partager un bout de quelque chose. Mais je le faisais comme c'était dans mon domicile. Au départ, je ne faisais pas de déclaration. Je le faisais dire, je suis chez moi, je n'ai pas à faire une déclaration. Et il y a un préfet qui a pris la peine de m'expliquer, celui qui est derrière la Sanaga Maritime Aidea, du Kosofri. Oui, c'est moi qui était à Bafia dans le Babédou à l'époque. Il m'appelle, il me dit, quand on vous demande de faire la déclaration, ce n'est pas contre vous. La déclaration permet à l'autorité de savoir qu'un événement va se passer à tel endroit. Il est peut-être privé ou il est public. Ça peut être dans un domicile privé, mais ça reste un événement public. Parce que quand un événement fait venir des gens de l'extérieur, dans un domicile privé, ça reste public. Et quand un événement est fait dans un cadre privé comme la conférence de presse, et qui est voué à être diffusé au public, ça devient public. Et le sous-préfet peut intervenir. Donc, et l'objectif, quand vous faites la déclaration, c'est pour la raison pour laquelle ce n'est pas les autorisations, c'est la déclaration. Quand vous faites une déclaration, l'autorité apprécie l'activité, la dangerosité, ou bien
les risques de troubles à l'ordre public. Et parfois, moi, je me retrouve avec 15 policiers chez moi que je n'ai pas demandé. Je dis, mais vous venez faire quoi? On dit que non. La demande, la déclaration que vous avez faite, on nous a venu, comme il y en a près de 500, 1500 personnes, ça fait beaucoup de gens, on ne sait jamais, il peut y avoir des dérives. Donc, on vient pour essayer. Rien que la présence des hommes en tenue rassure beaucoup. Donc, c'est ce genre de choses, ces interprétations qui ne sont pas bien faites par certains et qui pensent que parce qu'on est chez soi, l'autorité ne peut pas venir chez vous, elle peut venir chez vous. Tout dépend de ce qui se passe chez vous. Et si c'est lié au public ou pas. Donc, pour revenir... Et le caractère, il faut préciser, parce que c'est mentionné dans la note de déclaration. Non, puisqu'ils n'ont pas fait de déclaration. Donc l'autorité ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Et ils sont venus parce qu'il n'y a pas eu de déclaration. Maintenant, s'il y avait une déclaration, peut-être que... Moi, j'en connais un. Peut-être les gens vont dire que... C'est pas mon ami, hein, mais j'ai vu comment il a géré les crises ici à Douala. C'est le jour de Douala 4e, là, hein, et Kwambarga. Et il a une façon de gérer ces choses, et vous n'entendez jamais de bruit. Pourquoi? Parce que ici, il y va. Et parfois, il vient s'asseoir avec eux, il discute avec eux, il voit ce qui se passe, et il ressort. Et les choses se passent bien. Moi, je crois que tout dépend aussi de la sensibilité de l'autorité qui est en charge. Parce que quand on regarde bien la vidéo qui s'est passée au domicile de Zongang, il n'y a rien de bien grave qui s'est dit là-bas. Au contraire, c'était plutôt à l'apaisement. Mais le fait que l'autorité ne soit pas au courant et que les journalistes étaient invités et que ça devait repartir vers le public, on ne sait pas l'impact que ça aura au niveau du public et que ça peut poser des problèmes. Donc, c'est pour dire que par rapport à la discussion qu'on avait, moi je pense que la démocratie a énormément évolué et les élections d'aujourd'hui par rapport à la question prouvent que on a fait un très grand bond en avant. Il faut être honnête là-dessus. Ouais. Celui qui dit qu'on n'a pas fait un grand bond, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de malhonnêteté là-dedans. Moi j'ai sillonné quelques bureaux là où j'étais et je me suis renseigné auprès d'autres amis. À l'unanimité, c'est clair qu'on a fait une très grande élection, propre, simple, sans trop de distorsion. Il peut y avoir peut-être eu quelques scrutateurs qu'on n'a pas acceptés par bureau, peut-être parce que le mandat n'était pas signé. Et vous comprendrez que parce que les responsables chargés de contentieux sont réunis, on va leur permettre de faire sereinement leur travail. Tout à fait, mais je pense que la question qui m'a été posée, je pense que ce processus a évolué et il faut le mettre au crédit du président Paul Biya. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez quelqu'un qui a la force, l'expérience, le pays en bénéficie. Dans la projection, docteur, dans la projection, on peut dire que désormais, passé cette vague, je veux dire cette semaine, c'était aussi le lendemain du scrutin lundi, les choses ont commencé peut-être assez fortement. On a pu voir que la semaine donne l'impression de se tasser, même si nous sommes dans les réactions. Dans la projection, la semaine prochaine, peut-être jusqu'au 22, on peut dire que la situation va se stabiliser, va définitivement se calmer. Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les semaines vont se suivre, on va se rapprocher au verdict final. Et au regard des déclarations qui sont faites par certains candidats, vous savez, ce qui m'amuse avec cette élection, parce que j'ai passé le temps à être amusé, c'est le flou qu'il y a eu tout autour, ce cumul de mauvaises fake news, ces sorties qui étaient vraies, tantôt à un moment donné, il y avait revirement de situation, on ne savait même plus à un moment donné où se trouvait la vérité. Donc, je crois qu'au fur et à mesure que les jours vont se passer, la situation sera encore un peu plus tendue si un acteur de la scène politique pose encore un autre acte. C'est ce qu'on appelle un peu en sciences politiques un phénomène social qui devient politique. Mais ce que moi, là où je voudrais attirer l'attention de mes compagnons, c'est qu'il y a des indicateurs qui ont encore permis à la politique de se développer. J'ai entendu quelqu'un tout remettre encore au bon Dieu de ce pays comme étant celui-là qui a réussi à le faire. Mais je crois qu'il y a quand même l'évolution de la technologie qui permet en sorte que en une fraction de seconde, les gens sont informés de ce qui se passe partout. Et cette évolution de la technologie permet une communication facile et aisée. Et quand vous regardez la plupart des groupes sociaux, en dehors des grands groupes sociaux connus, WhatsApp et tout le reste, à l'intérieur de ces groupes, la plupart du temps créés, ce sont des jeunes. Vous avez les groupes de vente, des groupes moi, je suis à plusieurs forums d'étudiants en sciences politiques et tout ça. Donc, vous voyez qu'au sein de ces groupes, on passe facilement une idéologie, on passe facilement une manière de penser. Et au fur et à mesure que l'information est révélée, ça crée une structure politique
qui est en train de se former, qui est en train de se préparer. Et j'aimerais répondre à quelqu'un ici en disant, quand on assimile chaque fois une action d'une autorité administrative au RDPC, mais c'est de bonne guerre, puisque dans ce pays, on n'a jamais fait une séparation entre l'État et le parti. D'ailleurs, eux-mêmes le disent que c'est un candidat naturel. Et quand vous essayez de regarder où se trouve leur siège, c'est dans les locaux d'un bâtiment qui appartient à l'État du Cameroun. Donc, c'est un moment quand ils nous amènent dans le flou, eux-mêmes ils nous conduisent dans un certain nombre de dérives. Et quand on les taxe sur doigt en disant, tiens, c'est vous qui le faites, vous dites, non, 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 maintenant c'est l'administration. Regardez, durant toute la période électorale, les ministres étaient en campagne. Comment se passait l'administration? Qu'est-ce qui se passait au niveau de leur ministère? Bon, c'est vrai, ce n'est pas là le débat, mais je vais chuter en disant ceci. Vous faites les réunions dans les églises. Je vais chuter en disant ceci. Vous faites les réunions dans les églises. C'est pas l'église n'est pas pour la politique. Vous savez, chacun a une obédience religieuse. Voilà. Et il y en a qui sont dans des obédiences plus ou moins connues, d'autres qui sont dans des obédiences ouvertes. Mais je crois que le Cameroun est un État laïque. Je vais chuter juste en disant ceci. La situation politique sera, à mon avis, plus compliquée s'il y a encore des actions ou des incitations au travers des sorties comme nous avons reçues. Mais je crois que l'État du Cameroun, parce que les gens ont tendance à croire que quand nous critiquons l'État du Cameroun, il n'y a que du mal. En réalité, c'est qu'ils font un tout petit peu de bien que parfois c'est même pas visible. Il faut un tout petit peu de bien. Mais il faut reconnaître néanmoins que quand on écoute les différentes sorties des ministres, on se rend compte qu'un déploiement sécuritaire est en train d'être mis sur pied. Et rien de mal ne pourra se faire dans cette nation. Oh, que dirais-je? Tout simplement qu'à l'approche du verdict final, que les Camerounais restent sereins, que les jeunes gardent leur sang-froid, qu'ils ont depuis quelque temps démontré. Parce que vous verrez, il y a des choses simples. Par exemple, le secteur des motos-taxis qui a eu... Donc voici d'ailleurs un président une échelon, une montée d'échelon en grade. Et ceci sous le magistère du président de la République. Il aura d'ailleurs dédié tout un ouvrage sur le Vouri, si je ne me trompe, quand il venait faire la pose de la première pierre. Et ce type de secteur aujourd'hui qui ont gagné en responsabilité et qui devrait continuer dans ce sens. Parce que généralement, ce qu'il faut observer, c'est que à l'approche ou durant ce type d'échéance, c'est toujours les couches vulnérables qui sont, je dirais, manipulées. Parce qu'on les approche d'abord. Manipulées par qui? Manipulées par ceux qui voudraient entraîner une certaine dérive. Les couches plus fortes. Non, je dis les couches les plus vulnérables. Manipulées par les plus forts. forts. On est vulnérable parce qu'on est peut-être dans la précarité, parce qu'on gagne difficilement sa vie, et à partir de là, certaines choses sont possibles. Parce que voyez-vous, quand on suscite certaines choses, ce n'est pas pour que les gens qui ont des 4x4 se mettent devant. D'ailleurs, ils ne sont jamais. C'est pour que les jeunes que j'encadre, moi au niveau de l'association, base fixe, nous sommes 4000 et poussière. C'est ce type de jeunes qu'on envoie facilement dans les rues. Et c'est ce type de jeunes qui payent le prix fort. Parce que voyez-vous, j'ai beaucoup d'images, que ce soit au niveau des prélats, que ce soit au niveau des encadreurs, les jeunes, et c'est pour cela que j'en appelle à votre sens élevé de responsabilité et même de patriotisme. Ceux qui nous envoient toujours, aller leur défendre. Quand nous subissons, ils ne sont jamais là. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout ce qui peut être présagé ou envisagé contre le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est notre héritage commun. Malgré les difficultés que nous avons, nous devons toujours être en avant-garde pour préserver les acquis dont nous jouissons aujourd'hui. Parce que vaquer en paix dans ces activités... Ça tiendra du mot de la fin parce qu'on est pratiquement... Non, allez-y, vous terminez, mais... Oui. Vaquer en paix dans ces activités, pouvoir aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça c'est important. Et ça peut être banal, mais nous ne voulons pas de ce recul-là. Parce que si on nous entraîne vers ce recul, ce sera un regret pour nous et nous serons les plus grands perdants. Et maintenant, je dirais une dernière chose, c'est que, et là j'interpelle vraiment les gouvernants, le prochain président de la République, parce que ça c'est la dernière émission, c'est que la mandature de
2018 à 2025, elle doit être consacrée véritablement aux jeunes. Et surtout, il faut intégrer les jeunes dans les nouvelles politiques qui vont être mises en place. Parce qu'on ne peut pas penser et mettre les jeunes de côté pour les choses dont ils seront bénéficiaires. Les jeunes ont tellement du génie, ils ont tellement d'idées. Moi, par exemple, M. Dipita, j'ai un projet qui peut ouvrir 2,5 millions d'emplois au Cameroun. Ça s'appelle le CIC, Centre d'intelligence camerounais. Et ça, c'est des choses qui demandent à ce qu'on se retrouve avec ceux qui ont la gestion de la cité et nous disent comment ça peut se faire. Parce que les autres, les BRICS, la Corée du Nord, ils n'ont pas fait de miracle pour ce CIC-là. Et cela, nous attendons tout simplement qu'on vienne à notre rencontre parce que nous nous sommes ouverts pour apporter notre savoir-faire pour un meilleur développement du Cameroun. Oui, je dirais sans trop hésiter qu'effectivement la jeunesse est au centre de cette nation. Il faudrait que ceux qui nous dirigent comprennent, quand il y a un adage chez nous qui dit que le pouvoir a changé de main. Vous ne pouvez pas avoir 70% de la population que vous mettez sous la responsabilité des gens qui, à peine quand ils font des meetings de 5 minutes, ont des malaises. Et vous savez, même au quartier, quand il y a un match de football, le match des vétérans a une durée. Qui est, oui, je crois 30 fois 2. 30 fois 2. Mais nous avons des super vétérans qui veulent venir jouer 45 fois 2. De grâce, ne faisons plus cette insulte à l'intelligence de la jeunesse camerounaise. Merci Robert Moutambassa pour terminer. Ben, il faut noter qu'il y a jeunes et jeunes, parce que la jeunesse n'est pas un critère de compétence. Il y a des jeunes qui sont compétents, il y a des jeunes qui sont incompétents. Il faut qu'ils travaillent. Les jeunes aussi doivent apprendre à travailler parce que quelque part, beaucoup ont développé des aptitudes où ils attendent. On doit tout leur faire. Moi, dans ma position de responsable d'entreprise, je voyais des parents qui marchaient à peine venir me voir parce qu'ils voulaient du boulot pour leur enfant. Un jeune costaud dynamique qui est à la maison et qui ne peut même pas prendre la peine d'essayer d'aller chercher le boulot lui-même. Donc il faut faire très attention, on ne peut pas tout mélanger. Dans tous les cas, au niveau du RDPC, je pense particulièrement au président de la République que je crois que toutes ces évolutions, tous ces changements, tous ces signaux forts, venus des jeunes, venus des femmes, venus du changement de la société, venus du fait que nous avons des élites nommées qui ont monté des limites. Avant, on avait des élites nommées qui, quand vous êtes d'un village ou d'un département, vous encadrez tous les jeunes sans distinction. Aujourd'hui, on a des élites nommées qui encadrent juste leur cellule familiale. Ça ne marche plus. Et les autres se rendent bien compte. Et il faut peut-être passer vers des élites élues qui auront cette responsabilité de venir tous les 5 ans devant les populations. Donc je crois qu'il y a des changements qui vont peut-être suivre. Même le cours électoral, la loi électorale, je vous assure qu'avec ce qui se passe en ce moment, il y a de fortes chances qu'il y ait des changements. Moi, je pense que le nouveau mandat que j'espère notre champion aura, sera un mandat pour qu'il puisse remettre le Cameroun dans la paix, la stabilité et surtout la paix positive. Parce que qui dit paix positive dit équité, développement et justice. Merci. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen, for coming to you, our televiewers. It was a pleasure being with you on this edition of Destination A to D. The very last, of course, we shall be monitoring the developments as it unfolds. We want to thank you for being with us throughout this campaign, from the campaign period right up to today. From us here, it's good night. Good night, Peter. Il faut l'avouer, c'était une expérience assez agréable. On a découvert aussi de nouveaux jeunes panélistes. Donc, c'est dire que de ce côté-là, il y a un dynamisme, évidemment, qu'on va mettre à profit. On va reprendre nos habitudes. Dimanche, c'est hebdo avec les Larenganzeux. Mardi, carte sur table. Et puis, jeudi, entretien. Donc, depuis le 22 septembre, non, pas encore, on aura le temps. Depuis le 22 septembre, je voudrais sincèrement remercier toutes les équipes qui ont travaillé autour de cette émission. Mebel, Yvonne Amogo, Emmanuel Chiboué, Gilbert Magret, Yossa, Adonis Yamen, qui j'oublie, la grande rédaction, Léla Renganze, Makeda Ledi Nyotom, René Narcisse Moto, John Paul Sama, Darling Fejo, Enes Choudmoul Pangan, Henry Wana, j'en oublie. Orion Donkin. J'ai oublié, vous me soufflez des noms, c'est la dernière édition, il faut qu'on les cite tous. J'en ai oublié Yvan Babo, Zipierre. J'en ai oublié d'autres Mebel Chini. Et puis évidemment, on a eu cette joie, cette confiance que nous a accordé
notre hiérarchie, Ozan Defo, Ben Fondoufé, Bakoum Kete, on leur dit tous vraiment merci. Une expérience agréable, unique dans la profession, on espère en avoir d'autres. Bonsoir à vous, le grand merci vous revient parce que tous les soirs, on a des retours. Vous avez pu voir qu'exceptionnellement, on s'est permis de, parce que ça va vite, d'utiliser assez souvent notre téléphone on a brûlé tous les codes de tenue à l'antenne. C'est-à-dire que l'élection a quand même été un moment agréable sur ce média. Je l'ai dit, dimanche, c'est hebdo, mardi, carte sur table, et jeudi, entretien. Vraiment, merci et bonsoir. Je voulais vous féliciter.